Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, et si le vote était plutôt une question de passion que de raison? Il nous a semblé intéressant de poser cette question au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle avec notre invité Laurent Pernaut, professeur de langue et de littérature grecque à l'université de Strasbourg, membre de l'Institut de France. Il s'est spécialisé dans l'histoire de la rhétorique grecque notamment, auteur précédemment de L'art du sous-entendu, paru chez Fayard. Il publie aujourd'hui La fièvre des urnes aux éditions de l'Observatoire, un livre, pourrait-on dire, presque de psychologie électorale, où l'auteur analyse le rôle des passions dans le processus électoral, et ce depuis Aristote, au moins. Bonjour Laurent Pernaut. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Est-ce que cette élection vous passionne? Au début, elle me faisait peur, parce que la perspective de l'élection saturait l'espace médiatique, et j'ai réfléchi à la question, d'abord, pour moi, ça a été un réflexe de survie, prendre du recul, réfléchir à l'histoire des élections pour échapper à cet environnement entêtant. Et puis, il faut bien avouer que je me suis pris au jeu et nous avons vu jusqu'à hier les passions couver, puis monter. Et donc, comme tout le monde, j'ai éprouvé même cette impression de suspense qui nous tenait encore hier soir. Oui, le thermomètre est monté assez haut jusqu'à 20 heures et encore dans les heures qui ont suivi, faites de dépouillement, de recompte aussi des voix pour les différents candidats. La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale. C'est donc le choix que vous avez fait de nous raconter l'histoire des élections, l'histoire et la philosophie aussi, ce qui se joue pour beaucoup dans ce moment-là. Alors, vous nous dites aussi que même l'abstention, pour vous, puisque vous parlez de passion, d'émotion et pas simplement de raison, dans cet acte qui est celui d'aller voter, que même l'abstention n'est pas synonyme d'apathie. De quelle passion est-elle le reflet, potentiellement, l'abstention pour vous, Laurent Pernaut? Fondamentalement, on peut classer les passions en deux grandes catégories. C'est une idée qui remonte à la philosophie antique et qui a été beaucoup reprise en théologie. D'un côté, il y a des passions animées par l'ardeur du désir. Désir de possession, des biens et de pouvoir sur les autres. Ce sont les ardeurs concupiscibles, comme on disait autrefois. Et puis de l'autre côté, il y a les passions de frustration. Les ardeurs irascibles, c'est-à-dire la colère, le désespoir, le découragement. Et donc, il me semble que beaucoup d'abstentionnistes entrent dans la seconde catégorie. Et donc, l'abstentionniste n'est pas apathique, comme vous le dites. Il peut être dégoûté, découragé et désespéré. Et donc, il faut prendre en compte cette dimension-là et en parler comme nous le faisons avant qu'elle ne se déchaîne. Mais vous dites quand même que c'est l'orgueil qui est la première des passions électorales, l'émotion dominante. L'orgueil chez l'électeur est un moteur très puissant. L'électeur est ivre du pouvoir qu'il a un jour sur son futur maître. Tu seras mon maître, mais un jour, je te tiens dans ma main et c'est moi qui décide de ton destin, dit-il au futur élu. Orgueil qui peut être même une ivresse dominatrice. Du côté des candidats, c'est l'orgueil aussi, mais sous un autre jour, c'est-à-dire sous le jour de l'ambition et de la considération de son propre destin. Vous racontez cette anecdote parce que le livre en est plein, où l'actuel président, enfin le candidat président Emmanuel Macron se balade un dimanche avec son épouse de mémoire et un citoyen, une personne qu'il croise dans un parc, l'interpelle en lui disant... Oui, c'était même le soir du 14 juillet. Donc après la cérémonie, après l'interview, et se promenant dans les jardins des Tuileries, il est apostrophé par un groupe genre Gilets jaunes qui lui dit, l'un d'entre eux lui dit « Vous êtes mon employé, Monsieur le Président ». Un cri très fort qui exprime cette ivresse dominatrice. Et le président, qui a l'esprit de répartie, réplique aussitôt « Bien justement, on est un jour férié et si je suis votre employé, vous devriez me laisser tranquille. » Et l'affaire s'est bien terminée.
Et voilà donc pour cette séquence que vous racontez dans ce livre, Laurent Pernaut. Cette élection vous passionne-t-elle vous demandais-je. L'élection, plus que cette élection, hein, répondez-vous dans ce livre. Vous vous montrez bien à quel point l'élection reste un processus important, authentique, hein, dites-vous, de la vie démocratique, parce qu'il façonne ou il est façonné par notre engagement, notre implication à la fois personnelle et collective. Il est à cette imbrication, à cette articulation entre le personnel, l'intime et le collectif, hein. On présente souvent l'élection comme l'affaire de choix rationnels. On annonce des programmes, on établit des calendriers, on chiffre des mesures, et c'est certainement vrai et heureux. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a une autre dimension qui est en dessous ou derrière, qui est faite de mobiles, donc passionnels au sens large, des affects, des émotions, qui animent les uns et les autres. Et cela, en général, on n'en parle pas. On dit j'ai une ambition pour le pays. Quand on est candidat, on ne dit pas je suis ambitieux. De même, l'électeur dira j'ai des convictions, il ne dira pas je suis de parti pris. Et donc, parler des passions, c'est faire venir au jour quelque chose qui est en quelque sorte refoulé dans notre vie politique. Il y a donc ce grouillement de mobiles qui sont, comme vous le dites très justement, collectifs. En politique, la passion doit être communicative pour pouvoir entraîner un groupe. Et pourquoi sont-elles autant refoulées? Pourquoi est-ce que on a tendance, c'est ce que vous estimez hein, dans La fièvre des urnes, à surévaluer les arguments rationnels, les programmes, les idées? C'est peut-être d'ailleurs un mal très français. Et pourquoi se refouler des émotions? C'est toute l'histoire de la philosophie des passions. Passion, étymologiquement, c'est le même mot que passif. Ça veut dire que c'est un affect que l'on subit, que l'on ne contrôle pas. Il y a donc toute une tradition qui disait qu'il fallait limiter, modérer, contrôler, voire extirper ces perturbations que sont les passions. Et c'est seulement à partir du XVIIIe siècle que le regard a changé. Et l'on s'est mis à dire qu'il y avait dans la passion aussi quelque chose de positif, une énergie, quelque chose qui vous donne la force d'aller de l'avant. C'est comme, si vous voulez, c'est comme les mariages. Il y a des mariages de raison. Et pourquoi pas, il fonctionne. Mais on sent bien que dans un mariage de raison, il manque quelque chose. Et le mariage fonctionne peut-être mieux s'il y a en plus des affects qui s'ajoutent. Mmh. Mais parfois, on a du mal à les reconnaître. On les trouve, on les met un peu de côté, ces affects, parce que ils semblent contraires aussi à cette raison à laquelle on fait une place importante, notamment ici, en France, dans notre système de pensée. Or, les passions, dites-vous, elles ont quand même des bons côtés. Déjà, elles se partagent, elles se vivent rarement seules, hein, les passions. Et c'est aussi pour ça que l'élection est un temps fort, un temps collectif, un temps où s'assouvissent les passions, tout en les sublimant, parce que c'est vrai que si la démocratie est respectée, le résultat va s'imposer à tous. Quelles que soient nos passions, finalement, elles vont à un moment retomber, et ce résultat, quel qu'il soit, il faudra l'accepter. Les Grecs avaient un beau mot pour parler de cela. Ils utilisaient le mot de catharsis. Catharsis, purification, purgation. Ça a été utilisé par Aristote à propos du théâtre, mais c'est vrai à propos des élections, c'est-à-dire que nous mettons en jeu toutes sortes de passions, et puis dans l'élection, elles sont assouvies. Par exemple, si je déteste un candidat, je ne vais pas voter pour lui, ce sera ma manière de marquer ma détestation, et si tout va bien, on en reste là. C'est-à-dire que le résultat s'impose à tous, n'est plus discuté, et donc les passions ont été assouvies, mais de manière sublimée. Mmh. Après un quinquennat qui a soulevé les passions hein, dans le pays, peut-être hier, un début de catharsis à travers ce premier tour dans l'élection, Laurent Pernaut. On disait que l'orgueil était la première des passions électorales à vos yeux, et en même temps, l'histoire nous invite à nous en méfier, hein. Rien de pire, racontez-vous, que la fierté bafouée, que le mécontentement peut être assez explosif. Et vous nous en apportez la preuve par trois, par Balzac, par Renard et par Zola. Pourquoi faut-il s'en méfier?
À cause de l'effet que peut produire ce sentiment d'être bafoué, qui va ensuite pousser à la violence. Parce que ce dont nous parlons en réalité depuis le début de cette conversation, c'est du risque de la violence et de la manière de l'éviter avec des processus contrôlés. Alors que pourtant, nous ne sommes pas rationnels, nous ne sommes ni anges ni bêtes, et nous sommes faits de toutes sortes de pulsions. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Les récits du 19e siècle sont extraordinaires de manière générale, et sur le sujet en particulier, parce qu'ils analysent très, très précisément ces facteurs. Balzac en particulier, qui vient sur le devant de la scène encore aujourd'hui avec Illusions perdues, où sont traités en profondeur les problèmes des rapports entre Paris et la province, entre la poésie et les affaires. Eh bien, Balzac a aussi écrit un roman sur les élections, Le député d'Arcy, qui va très loin et qui analyse les motivations de manière aussi profonde que peuvent le faire les meilleurs spécialistes de sciences politiques aujourd'hui. Mmh. On souhaite dépassionner le débat, et notamment face à la menace, entre guillemets, populiste. On a cette tendance à vouloir refaire baisser la fièvre, cette fièvre des urnes que vous décrivez, Laurent Pernaut. Or, depuis quelque temps, certains nous disent aussi, dans le champ des idées, dans la vie des idées, qu'il faut apprendre à faire une place à nos affects, à nos émotions. Du sociologue Pierre Rosanvallon, spécialiste de la démocratie, à la philosophe Chantal Mouffe, qui a théorisé le populisme de gauche. Pour nombre d'intellectuels, il faut réhabiliter la dimension affective en politique. On écoute Chantal Mouffe. La gauche considère que la question de mobiliser les affects, ça c'est uniquement pour la droite. Nous, les gens de gauche, on utilise uniquement des arguments, alors on va donner des statistiques, on va montrer... Mais malheureusement, ils ne reconnaissent pas qu'en politique, il y a tout de même une dimension de mobilisation des affects qui est très forte. La politique, tout de même, ça a à voir avec la création d'identités collectives. Et les identités collectives sont toujours des formes d'identification. Et dans ces formes d'identification, il y a un élément affectif qui est important. Alors, Spinoza montrait que pour que les idées aient une force, il faut que ces idées rencontrent des affects. Donc, je crois que justement, il ne faut pas séparer ce qui est la partie plutôt argument de la partie affective. Les arguments, les idées, si elles ne résonnent pas avec les gens, avec la façon dont ils vivent leurs problèmes, elles ne vont pas avoir de véritables conséquences. Donc, je crois qu'il faut vraiment reconnaître que dans la création des identités politiques, il est nécessaire de mobiliser les affects. Que gagneraient les responsables politiques, les dirigeants, à mieux prendre en compte ces affects, à mieux les écouter ? Il gagnerait de mobiliser ce que Chantal Mouffe expose là de manière très très pertinente. C'est le programme de la gauche post-marxiste, lié en particulier au mouvement Podemos, auquel Chantal Mouffe a beaucoup contribué, qui veut une mobilisation passionnelle contre l'idée, selon elle, véhiculée par le libéralisme, selon laquelle il faut trouver des compromis, se mettre d'accord sur des solutions qui conviennent à tout le monde. Alors, bien sûr, c'est Podemos, on peut se dire, mais est-ce que ça concerne tous les citoyens? Peut-être plus qu'on ne croit. Podemos, ça veut dire « nous pouvons ». Et ce cri « nous pouvons » a été repris par le président Obama dans sa campagne en 2008, « Yes, we can ». Et là, on n'était plus dans une optique post-marxiste, mais bel et bien à l'intérieur du libéralisme. En somme, il y a des théoriciens du libéralisme qui reconnaissent eux aussi cette importance de la mobilisation passionnelle. Là, elle ne s'appuie pas sur Marx, mais sur Spinoza, avec cette idée aussi que les affects sont des bons fils conducteurs pour les idées. Il nous faut un peu de philosophie dans la politique. Il ne faut pas se contenter d'avancer le nez dans le guidon. Et on gagne toujours à remonter à ces grands penseurs, parce qu'il s'agit de sujets qui mettent en jeu la patte humaine.
Et donc, et la littérature et la philosophie ont beaucoup à dire sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a des bons affects et des mauvais affects? Est-ce qu'on comprend aussi, hein, en écoutant la philosophe Chantal Mouffe, qu'il y a des affects un peu égoïstes, renfermés, et d'autres qui sont ou qui permettent de susciter des affects communs, hein, ces fameuses passions. C'est ces affects-là qui vont permettre la naissance d'un nous, hein, comme vous le disiez pour les États-Unis. Cette idée qu'il faut mettre en avant ces affects positifs et collectifs. Oui, il y a de bonnes et de mauvaises passions. Par exemple, il y a des passions nobles et généreuses comme la passion de la vérité et des passions viles comme la rancœur. Néanmoins, dans les bonnes passions, il peut se glisser quelque chose de mauvais. Par exemple, lorsque l'esprit de vérité et la passion de la vérité transforment quelqu'un en ayatollah intolérant. Inversement, dans les mauvaises passions, il peut se glisser quelque chose de bon. Par exemple, lorsque la jalousie alimente l'esprit de compétition, ou lorsque l'esprit de vengeance donne la force de faire avancer une cause. C'est l'histoire de MeToo, d'une certaine manière. Donc, il y a une ambivalence profonde des passions. On ne peut pas se contenter de les classer en disant ne retenons que les bonnes et éliminons les mauvaises. C'est plus complexe que ça. C'est un flot impur qui nous charrie et il faut le prendre en compte, essayer de mieux nous connaître nous-mêmes. C'est Frédéric Gros, par exemple, hein, le philosophe qui réhabilitait la honte, hein, comme étant un sentiment révolutionnaire. On pourrait parler de comment transformer nos colères aussi en un geste politique et comment ces colères se traduisent dans les urnes. La colère est un sentiment, est un affect positif pour vous, Laurent Pernaut, ou à transformer? On parlait autrefois de sainte colère. Et donc il peut y avoir aussi du bon dans la colère. L'important, c'est de bien se rappeler les règles de la vie sociale. Il ne faut pas que la colère devienne criminelle. C'est ça la difficulté. Mais c'est un sentiment qu'on ne peut pas éliminer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même avec le populisme, notamment? Est-ce que c'est pas le cœur même du populisme, qu'il soit de gauche ou de droite, qui est de flatter aussi nos instincts, nos affects, de jouer avec eux et de les instrumentaliser potentiellement? Donc tout à l'heure, nous avions peur qu'il n'y ait pas assez de passion à cause des abstentionnistes apathiques. Maintenant, nous avons peur qu'il y ait trop de passion à cause des populistes déchaînés. C'est vraiment l'illustration du problème que pose la passion. C'est toujours trop ou pas assez. Et donc je crois qu'il faut essayer de la remettre à sa place, qui est centrale, mais qui doit rester dominée. Il faut sublimer tous ces mouvements qui sont en nous. Hier, c'était donc jour de scrutin, le premier tour de cette élection présidentielle. Une journée particulière et vous évoquez en plusieurs étapes, hein, d'ailleurs, de la vie politique, l'ambition, faire campagne, être candidat et jusqu'à arriver à cette fameuse journée particulière, ce jour du scrutin. Vous en parlez dans ce livre comme étant un moment totalement symbolique, hein, ce moment où l'électeur se rend à l'isoloir, et de citer Victor Hugo avec cette phrase, si vous permettez que je vais lire, cette description de ce moment décisif. Il y a un jour dans l'année où le gagne-pain, le journalier, le manœuvre, l'homme qui traîne des fardeaux, l'homme qui casse des pierres au bord des routes, juge le Sénat, prend dans sa main durcie par le travail les ministres, les représentants, le président de la République et dit « La puissance, c'est moi ». Il y a un jour dans l'année où le plus imperceptible citoyen, où l'atome social participe à la vie immense du pays tout entier, où la plus étroite poitrine se dilate à l'air vaste des affaires publiques. Un jour où le plus faible sent en lui la grandeur de la souveraineté nationale, où le plus humble sent en lui l'âme de la patrie, l'atome social, qui tout à coup se sent puissant, hein, selon Hugo, avec un certain lyrisme.
Mais c'est une belle description d'une journée, de vote, hein. C'est la beauté de la démocratie transcendée ici. L'isoloir est un lieu très particulier, il faut en profiter avant que les procédures de vote ne changent totalement et que nous utilisions seulement nos smartphones. On croit souvent que isoloir, c'est en rapport avec le mot seul. Et en réalité, l'étymologie d'isolé et d'isoloir est différente. C'est insula, c'est une île. Donc quand nous tirons le rideau de l'isoloir, nous nous replions en somme dans une île pour être à l'abri des pressions qui pourraient s'exercer. Et le paradoxe, c'est que dans cette île, nous entrons avec tout ce que nous sommes. Il y a beaucoup de monde dans cette île qu'est l'isoloir parce que nous avons toutes nos appartenances de partis, de classes, de sexe, d'église qui jouent et qui composent le vote qui va être le nôtre. Voilà le paradoxe de l'isoloir, l'importance aussi du vote, du suffrage, ce suffrage qui évite la violence. Et vous revenez à Malcolm X, au mouvement des droits civiques afro-américains, The Ballot or the Bullet, le bulletin de vote ou la balle. Cette idée aussi que l'acte de voter, les urnes permettent aussi de catalyser une violence que l'on peut avoir en nous. Alors vous venez nous donner l'étymologie du mot isoloir, et ça nous rappelle que vous êtes un spécialiste de rhétorique aussi, Laurent Pernaut, un littéraire qui a choisi de s'intéresser au processus électoral, au grand récit qui s'écrit aussi dans ces moments-là. Parce que c'est ça, hein, c'est aussi et d'abord une affaire de récit. Une campagne électorale, c'est une affaire de mots, plus que d'actes, par définition. Un candidat parle, prononce sans cesse des discours, présente des programmes, et puis c'est la suite qui dira s'il a agi en conséquence ou non. Donc cette dimension de la rhétorique à déployer en vue de convaincre est essentielle dans le moment de la campagne. Là aussi, il faut remonter très haut dans le temps. C'est Aristote qui nous a donné les meilleures analyses du discours politique dans sa rhétorique. Et il a eu cette trouvaille géniale à son époque qui consiste à mettre en valeur le côté affectif de la persuasion. C'est-à-dire qu'il explique que si nous nous adressions à des intelligences pures, alors il suffirait d'être rationnel et de donner des arguments. Mais l'homme étant ce qu'il est, étant animé aussi par des sentiments, eh bien la persuasion doit s'adresser au caractère de ceux qui écoutent et aux passions qu'ils éprouvent. Et cette dimension, selon Aristote, est fondamentale. Elle constitue à elle seule au moins un tiers du discours politique. Et cet aspect, nous le voyons partout. Nous le voyons partout, c'est-à-dire qu'il y a une dimension rhétorique de la parole politique. Pour reprendre un exemple qui a quelques années maintenant, lorsque François Hollande, candidat à la présidence, a eu cet anaphore qui a souvent été noté, consistant en une série de phrases commençant par « moi président », ça n'était pas une répétition sans effet, c'était une manière, c'était subtil comme souvent avec François Hollande, ça voulait dire à la fois « si je suis président » et « quand je serai président ». C'était donc une manière de susciter l'espoir et puis de faire une promesse. Et donc, tout tenait dans la figure rhétorique. Si on enlève à sa parole la répétition de « moi président », l'effet disparaît et l'action sur les passions de ceux qui écoutent tombe. Voilà, de l'importance de la rhétorique et de la persuasion, comment les hommes politiques cherchent aussi à plaire, à convaincre, tout en défendant leur programme. On va écouter les mots de l'historien Jean Garrigue, auteur de La République incarnée, qui a remarqué qu'un certain nombre de candidats, devenus parfois présidents, viennent du barreau. Ces hommes de la Troisième République, de la Quatrième ou même de la Cinquième République, je pense à Robert Badinter par exemple, pour beaucoup ont une formation de juristes d'abord, mais aussi d'avocats.
on a parlé de la République des avocats. Et ça, c'est essentiel parce que ces avocats, ils ont appris justement à s'exprimer devant un public clos, comme le dit Edgar Faure. Ils ont fréquenté ce qu'on appelle des conférences d'éloquence, la conférence Mollet-Tocqueville ou la conférence Olivin. Il fut une époque où la plupart des grands, en tout cas des grands parlementaires de la Troisième République, étaient tous passés par ces conférences d'éloquence qui leur donnaient une technique d'éloquence, une technique rhétorique, une expertise en fait dans ce domaine qu'aujourd'hui on ne pourrait pas retrouver. Voilà, et on se souvient quand même du titre du livre de Nicolas Sarkozy, avocat également, Passion avec un S, qui rappelait l'ancien président que la passion est indispensable à la politique, sur l'importance et la place des mots, de la rhétorique, qui apporte aussi et qui contribue au charisme. Laurent Pernaut, des responsables politiques, savoir bien parler, savoir convaincre aussi, ça fait partie du charisme. Le charisme, c'est une notion qui maintenant paraît banale, mais qui a été construite par la philosophie et la sociologie allemande à partir de la fin du XIXe siècle, et qui remonte en réalité au Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament que saint Paul a défini le charisme comme cette grâce que la divinité confère à un individu pour le bien ou pour le salut de la collectivité. Donc on a intérêt à prendre ce mot au sens le plus fort. Donc ça n'est pas seulement une manière de désigner un candidat qui a un peu plus de qualité que les autres. Le charisme, c'est projeter le candidat dans une autre dimension. Le charisme, c'est Mao Tse-tung, c'est Staline, c'est De Gaulle, enfin c'est vraiment les très grands hommes. Parce que un candidat qui a du charisme, c'est pas seulement qu'il soit meilleur que les autres, d'ailleurs il peut ne pas être meilleur que les autres, c'est qu'il incarne des archétypes qui sont dans l'esprit de ceux qui l'écoutent ou qui vont voter pour lui. Il réalise un modèle spirituel qui est supérieur à ceux qui l'écoutent et supérieur à lui-même. Et donc là, on entre dans une dimension presque religieuse de la parole. Donc il ne faut pas trop galvauder le mot de charisme, réservons-le au cas qui vraiment le méritent, réfléchissons à ceux qui le méritent s'il y en a aujourd'hui, parce que c'est un effet d'entraînement qui va très loin. Je l'ai suivi à propos de la campagne électorale de John Fitzgerald Kennedy, lorsqu'il a été élu président, et là on pouvait dire qu'il incarnait des idéaux de l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique telle qu'elle se rêvait elle-même dans une période de crise. Il faut ajouter que le charisme a particulièrement sa place lorsque les électeurs sont désemparés, inquiets, lorsqu'ils ont peur à cause d'une guerre, à cause d'une épidémie. Enfin, il y a des possibilités de charisme encore aujourd'hui. Et l'incarnation passe aussi par l'apparence. Vous avez cité Kennedy à l'instant, Laurent Pernaut. On va écouter à ce sujet les mots de François Ourmand, qu'on recevait récemment autour de la grande table des idées, pour parler de la place de la beauté en politique, autre refoulé s'il en est. Je pense qu'aujourd'hui, la question de l'apparence, elle s'est largement démocratisée dans la vie sociale et même dans la vie professionnelle. En politique, évidemment, c'est une forme de tabou, c'est une forme de refoulé, pourrait-on dire, parce que, évidemment, ça contrevient à l'idéal démocratique. L'idéal démocratique, il est fondé sur la discussion, sur la confrontation des idées, sur la pratique délibérative. Donc il y a un primat qui est donné évidemment au programme, au projet et à toute cette dimension procédurale démocratique. Valoriser l'apparence, c'est d'abord contrevenir évidemment à ces idéaux, et puis c'est se soucier de quelque chose qui peut paraître anecdotique, superficiel, futile, et là encore une préoccupation de soi, une prétention égotiste ou narcissique qui contrevient à l'éthique du désintéressement,
à l'éthos sacrificiel qui est largement popularisé par les acteurs politiques et par les candidats lorsqu'ils se lancent dans une campagne, a fortiori dans une campagne présidentielle. Donc en fait, il y a un hiatus ici entre une représentation idéalisée de la politique et la politique dans sa dimension plus ordinaire qui relève de logiques de séduction. Et dans ces logiques de séduction, bien sûr, le corps joue un rôle tout à fait décisif. Voilà le tabou de l'apparence, le tabou de la beauté. Oui, peut-être l'apparence plus que la beauté. Parce qu'on peut séduire les électeurs parce qu'on est beau ou parce qu'on est belle, mais il y a aussi des laideurs sympathiques, il y a des corpulences rassurantes, il y a des handicaps qui forcent l'admiration. Donc il y a beaucoup de place pour différentes apparences qui pourront emporter la conviction, et heureusement. Étymologiquement, qu'est-ce qu'un candidat ? Un candidat, c'est quelqu'un qui a décidé de se présenter et qui a endossé une toge blanche, candidus ça veut dire blanc, et plus précisément d'un blanc brillant passé à la craie qui va le rendre particulièrement visible. Donc le candidat, c'est celui qui se met en avant, qui se montre, qui s'exhibe pour aller chercher les suffrages. Et ça, l'étymologie latine nous dit encore une vérité pour aujourd'hui. On a un président qui a choisi de revêtir à nouveau la toge blanche du candidat. Vous consacrez dans ce livre, Laurent Pernaut, La fièvre des urnes, 2500 ans de passion électorale aux éditions de l'Observatoire. Un dernier chapitre, et ce n'est peut-être pas anodin, sur la réélection. La réélection est le couronnement ou la ruine, et non pas seulement la répétition de l'élection. La réélection, dites-vous, démultiplie les passions. Hein. Qu'est-ce que le président candidat actuellement aurait à apprendre de Montaigne et peut-être de Périclès ? Je raconte deux histoires de réélection réussie. Donc celle de Montaigne, candidat à la mairie de Bordeaux, donc il a été maire de Bordeaux, puis il a été candidat pour un second mandat. Ce qui est frappant, c'est que Montaigne est connu pour la sagesse qu'il essayait d'avoir, loin de toute tracasserie publique, mais l'on s'aperçoit qu'il a mis son point d'honneur à être réélu. Donc je dirais, même Montaigne, si philosophe qu'on soit, l'ambition reste un aiguillon. Périclès, c'est autre chose, donc le grand homme d'Athènes, qui dominait la politique de la cité depuis longtemps, a eu affaire à deux circonstances inattendues. D'une part, la guerre, alors là, la guerre contre Athènes, et d'autre part, une épidémie. Et c'est dans ce contexte que, dans un premier temps, il a été repoussé par les Athéniens, mais qu'ensuite, ils ont fini par se dire c'est le meilleur pour conduire les affaires en cette période critique et qu'ils ont fini par le réélire. Merci beaucoup à vous, Laurent Pernaut. La fièvre des urnes vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Merci. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Lucas Bretonnier avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées aujourd'hui, à Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, étaient invités Thierry Demézières et Alban Turlet pour leur film Allons enfants en salle mercredi. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Bou avec Jacques Hubert à la technique. Très bel après-midi sur France Culture.